Et bien, du coup, bonjour à tous. Merci du coup Étienne d'avoir accepté cette interview scientifique portant du coup sur le ligament croisé antérieur et plus précisément sur un aspect peu évoqué mais qui arrive de plus en plus souvent et très important, le remodelage de la greffe. Donc du coup, est-ce que tu peux citer les autres personnes avec toi du coup qui ont travaillé sur cet article, notamment les deux articles dont on va parler? Alors, bonjour tout d'abord, merci de m'inviter pour un sujet qui est très important pour moi. Je pense qu'on n'accorde pas assez d'importance à l'aspect biologique de la reconstruction de nos ligaments croisés antérieurs. On est très focalisé sur le côté mécanique. On est tous un peu, je dis nous les chirurgiens, un peu des mécaniciens. On comprend bien les vis, on comprend bien les plaques, on comprend bien les résistances à Newton. Mais ce qui est important, c'est que cette greffe, elle s'incorpore dans l'os et qu'elle devienne un ligament que le patient puisse utiliser à 100%. Donc ce sujet biologique, ce sujet du remodelage de la greffe, s'y intéresse depuis un certain temps. On doit être, je pense, les deux articles dont tu parles sont le 11e et le 12e sur le sujet. On avait commencé ça avec la thèse de Vincent Marot, et là c'est Nicolas Vary, qui est un des internes dans le service, qui a repris ça pour sa thèse, et on a fait 3 articles sur le sujet. On travaille là-dessus avec le service de radiologie, professeur Marie Faruche et professeur Nicolas Sens, et toute l'équipe de chirurgiens du service qui sont impliqués dans la prise en charge des chirurgies ligamentaires du genou. Sans oublier Émilie Bérard, qui est notre méthodologiste, qui est là depuis le début. Je crois qu'on a dû faire 120 ou 130 papiers ensemble. Je pense qu'elle a jamais vu un genou, mais elle nous fait toute la méthodologie des articles et franchement, c'est top. J'ai rien à dire. J'y comprends jamais rien, ce genre de questions, donc je suis content qu'elle soit là et qu'elle y réponde parce que quelquefois, c'est un peu chaud avec les reviewers. Tu vois, quand on envoie un article, des fois, soit on n'a pas bien expliqué, soit le mec n'a pas tout compris. Donc, il faut que Émilie soit là pour remettre les points sur les i et ça, elle le fait très, très bien. Pour revenir au cœur du sujet, vraiment, le côté important, c'est le côté biologique. Tu vois, d'où vient la réflexion? Il y a quelques années, moi, j'étais pas encore interne, mais il y avait beaucoup de croyances sur le ligament artificiel. Tu sais, on mettait des ligaments en daflon à tout le monde. Et ça, c'est l'exemple typique de quand on pense que tout est mécanique. C'est-à-dire que tu mets un truc hyper résistant, pas être plus résistant, je veux dire, avec un daflon, tu pourrais tirer un avion ou un tracteur, il n'y a pas de problème, que tu fixes avec des vis très résistantes, mais pour lequel il va y avoir aucune incorporation dans l'os. Ça finit toujours par recasser et ça fait des catastrophes biologiques, c'est-à-dire qu'il y a plein de synovites qui vont se mettre dans le genou et qui rendent les genoux très très compliqués à réopérer après. Donc, il faut comprendre pourquoi ces greffes s'intègrent et tout faire pour qu'elles s'intègrent bien dans l'os. La première étape, c'est analyser quels sont les facteurs qui font que ça s'intègre ou pas et proposer des solutions. Ce qui est difficile, c'est de mesurer comment ça s'intègre dans l'os. Parce que sur les modèles animaux, on peut aller faire des biopsies, c'est-à-dire qu'on va prélever un ligament qui a été fait pour l'envoyer en analyse. C'est assez compliqué d'un point de vue éthique chez l'être humain pour un jeune sportif que tu viens d'opérer, aller lui enlever un morceau de ligament pour le remettre à l'intérieur. Donc, ce qui est le plus utilisé, c'est l'IRM, qui nous permet de voir les tissus et qui n'est pas irradiant. La démarche derrière ça, c'était validé par un index qu'on appelle le SNQ, Signal Noise Quotient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton IRM, tu as la greffe qui apparaît et tu vas te référer à une structure à côté qui n'a pas été remplacée, en l'occurrence le ligament croisé postérieur. Tu prends le signal de ta greffe, tu enlèves le signal du ligament croisé postérieur, donc signal de ta greffe moins le signal du ligament croisé postérieur, divisé par le signal de base, c'est-à-dire par la signature de la machine. Et en fait, plus c'est bas, mieux c'est. Comment le retenir différemment? Tu compares ton ligament croisé antérieur que tu viens de faire à ton ligament croisé postérieur qui est là depuis toujours. Donc plus les deux se ressemblent, plus le signal est bas et plus ta greffe probablement a des qualités proches de ces ligaments croisés postérieurs. C'est ça l'idée derrière le truc. D'accord. Il y a quelques critiques. Il faut me couper si je parle trop. Non, 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 tu peux continuer. Non, c'est T'inquiète parfait. pas, il n'y a pas de souci. Il y a quelques critiques. Les critiques, c'est la variabilité de la mesure. C'est assez fin comme mesure. Donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la même machine, avec les mêmes protocoles, les mêmes personnes qui l'ont fait plusieurs fois. Et donc, on a réussi à diminuer cette variabilité inter-observateur et la variabilité intra-observateur, on l'a mesurée aussi. Du coup, on a pris une cohorte de patients et on a mesuré ça dans le temps en fonction des différentes variables. Et on a obtenu tous les articles, toutes les variables qu'on a dans l'article, avec certaines qui sont modifiables et d'autres qui ne le sont pas. Tu vois, les dames, le sexe masculin, le sexe pardon, féminin, est un facteur de risque d'intégration, d'incorporation moins bien à 1 an. Le biais de l'étude aussi, c'est qu'on a fait un one-shot à 1 an. Donc on n'a pas suivi, on est en train de les revoir pour faire à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voir comment les choses évoluent.
Donc tout ça est à prendre avec précaution. C'est-à-dire qu'à 1 an, moi ce que je peux dire avec ce papier, c'est qu'à 1 an, j'ai des gens à qui on a fait une chirurgie du LCA, 1 an après on leur fait une IRM. Si tu es une dame, la probabilité que la greffe soit moins bien incorporée est plus importante. Ça, c'est plutôt connu dans la littérature. C'est les variations du cycle hormonal qui expliquent ça, avec des variations de l'inflammation qui diminuent ou qui augmentent dans le cycle. Et donc cette inflammation, elle est très mauvaise pour nous pour l'incorporation des greffes. Plus c'est inflammatoire, plus il y a une réaction de l'organisme auto-immune qui fait que ça ne s'intègre pas bien. L'âge, plus tu es vieux, plus l'incorporation est bonne. Alors ça nous a vachement surpris quand on a regardé le papier. Donc tu vois, tu analyses les trucs froidement, tu reçois le tableur d'Émilie, il doit y avoir 45 pages d'analyse statistique, et on trouve que l'âge, plus ils sont vieux, mieux c'est. Et on ne s'attendait pas du tout à ça en fait. C'était même pas dans les critères qu'on avait analysés qu'on avait mis en exergue au début. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on s'est tourné sur les services de pédiatrie, qui est juste de l'autre côté du tramway. Il y a le professeur Cadlette qui fait beaucoup de chirurgie pédiatrique chez l'enfant, de chirurgie du LCA, et qui est très en avance sur le sujet. Donc je lui dis, écoute, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les résultats chez les plus jeunes enfants, ils sont moins bons que chez les adultes? Ça, c'est des choses qu'on sait. Plus tu es jeune et que tu as une chirurgie du LCA, plus le risque que tu aies un problème est important. Et il me dit, il n'y a pas de source vraiment sûre, mais ce qui semble être montré, c'est que la seule différence, enfin, la seule vraie différence entre l'adulte et l'enfant, c'est la teneur du liquide articulaire. Chez les jeunes, le liquide articulaire, il est plus pro-inflammatoire. Ça a été montré. Quand tu mesures ça, que tu l'analyses, il y a plus d'interleukines et donc plus d'inflammation dans le liquide chez le jeune que chez l'adulte. Donc, je ne peux pas le dire ça, je ne peux pas le prouver, mais ça semble être une des hypothèses qui fait que nous, ce qu'on a retrouvé chez les gens plus âgés, l'intégration est meilleure. Est-ce qu'il y a une action correctrice? Non, pour le moment, c'est des choses de la réflexion. On a des relations avec des services de sciences fondamentales qui développent des molécules anti-inflammatoires. Il est sûr que l'inflammation à outrance n'est pas très bonne pour les suites post-opératoires. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre ça. Un genou bien inflammatoire après une chirurgie, c'est plus compliqué qu'un genou qui ne l'est pas. Donc il faut essayer de tout faire pour diminuer cette inflammation, mais il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans la prise en charge. D'accord, ok, hyper intéressant. C'est vrai que tu as parlé de pas mal de points différents. On reviendra d'ailleurs sur ces marqueurs inflammatoires, etc. Juste pour refaire une petite brève définition de ce qu'est en fait finalement ce remodelage de la greffe, de comment il se compose en fait, parce que vous, du coup, vous gardez la tâche donc sur la patte de doigt du droit interne, c'est ça? Et, euh, et, Exactement. et en fait, quel Du est demi-tendineux. demi-tendineux, exact. Et quelle est son importance du coup de ce remodelage, que ce soit dans le domaine orthopédique, donc pour vous, et même dans les diverses professions après, donc kinésithérapeute, etc. Donc vraiment définir finalement ce remodelage, est-ce qu'il a des étapes également qu'on a pu voir? Alors, tu vois, c'est un truc qui est absolument pas consensuel. La théorie, c'est comment on passe du tendon au ligament. C'est ça le remodelage, en fait. C'est ça. Il y a plein de termes différentes, ligamentisation, incorporation, transformation. Et nous, pour l'anecdote, dans les papiers, on nous a fait changer 2 ou 3 fois le terme général qui était utilisé. Parce que tu vois, c'est assez comment dire, subtil comme analyse. Et donc, le papier, quand on l'a terminé, c'était incorporation plutôt que ligamentisation. Parce que le SNQ te dit est-ce qu'il ressemble à l'autre ou pas. Mais est-ce qu'il te dit qu'il est ligamentisé? Non. L'étape, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une première phase de remodelage inflammatoire avec une phase de nécrose, et puis ensuite le corps réhabite ça. Pendant très longtemps, on a dit ça dure 3 4 mois et à 6 mois, tout est bon. Là, quand tu regardes la littérature, personne n'écrit ça. Tu as des phases de remodelage qui vont entre 0 et 48 mois, 2 ans. Euh, Personne n'est d'accord. L'échelle la plus basse que j'ai trouvée dans la littérature, c'était 6 mois pour dire que au moins la phase nécrotique était partie. Ok. Donc ce 3 mois, là, 3 4 mois qu'on a tous en filigrane dans la tête, surtout les francophones, c'est moins vrai quand tu voyages, quand tu discutes avec les collègues aux US ou les collègues un peu partout dans le monde, ils ont moins cette notion-là. Ça, c'est un truc qui est basé sur pas grand-chose, en fait. D'ailleurs, je n'ai pas trop su savoir d'où ça venait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, il y a une phase inflammatoire, phase de nécrose, où probablement la greffe est moins résistante que ce qu'elle était. Tu associes à ça une période où ton patient à qui tu viens de faire un stress chirurgical n'est pas au mieux de sa forme neuromusculaire. Donc, est-ce que un genou est plus fragile à trauma d'une chirurgie? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus rien faire du tout? Non. Comment on fait pour l'appréhender? Je ne sais pas. Et il faut juste prendre le temps de bien récupérer les notions neuromusculaires. Parce que dans la récupération,
tu as l'aspect anatomique, structurel, le ligament lui-même, et tu as l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire la fonction neuromotrice. L'aspect structurel, tu peux l'estimer avec une IRM à distance, et il va y avoir une grosse variabilité. Et l'aspect neuromusculaire, c'est vous, c'est moi, c'est les médecins du sport qui le mesurent en regardant comment les gens bougent. Est-ce que le quad est revenu? Est-ce que la proprioception est revenue? Est-ce qu'ils sont capables de lutter contre le valgus dynamique? Et en fait, on fait une espèce d'estimation des deux pour accompagner le patient depuis le stade blessé jusqu'au retour sur le terrain. Mais tu vois, cette notion, on aimerait tous, et on serait hyper content d'avoir un truc, ok, Cavaignac m'a opéré, à 4 mois et 1 jour, mon greffe est intégré, à 4 mois et 4 jours, j'ai mon quadriceps qui est bien, mais ça, c'est bien pour nous faire une représentation mentale et se questionner à 4 mois et à 6 mois, mais c'est pas la vérité, quoi. Je vous présente Orthonov Cryothérapie qu'on ne présente plus finalement, notre partenaire à l'année sur NeuroXtrain. Orthonov Cryothérapie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des solutions de cryothérapie compressive, notamment par leur gamme Excellize. Donc là, je suis sur leur site web. Donc on va aller voir les gammes Excellize. Ils ont des gammes pour l'épaule, pour la cheville, pour le genou. Donc c'est de la cryothérapie compressive qui peut être remboursée du coup pour les kinésithérapeutes. Vous pouvez prescrire cela pour vos patients, notamment après des entorses, après des opérations, etc. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Également, Orthonov Cryothérapie propose plusieurs gammes de cryothérapie compressive par intermittence. Le Cryonov, qui est la solution de choix avec un kit complet, plusieurs attelles également pour les différents membres. Et ici, une machine qu'on va devoir venir remplir avec les glaçons pour réaliser la cryothérapie compressive par intermittence. Et ensuite, la solution plus portative, ça va être le CryoPush, donc juste ici. Donc simplement un petit boîtier qui va permettre également la cryothérapie compressive par intermittence, mais ici, ça va être un gel qu'on devra remettre au congélateur. Donc, je vous mets dans le lien de la description de la vidéo le site web d'Orthonov. Allez voir parce qu'après, ils ont des black rolls, ergoball, ils ont de la pressothérapie, des pistolets de massage et également beaucoup de tutos vidéo pour l'explication de tous leurs produits. Je vous laisse aller voir tout ça. Allez, maintenant, place à la vidéo. Ouais, non, c'est très intéressant, hein. Très intéressant. Et moi, j'avais une question, c'était est-ce qu'on a des pistes à l'heure actuelle? Est-ce que vous savez si on a des pistes pour justement évaluer un peu cette phase d'incorporation ou de ligamentisation? Parce que du coup, le SNQ, en fait, on peut pas savoir, on peut savoir s'il ressemble, si j'ai bien compris, mais on peut pas savoir si il y a eu cette incorporation qui a été propre. Mais est-ce qu'on a d'autres pistes pour savoir un petit peu dans la structure si le ligament il guérit bien dans son remodelage en fait? Alors, on est en train de réfléchir avec le service de radiologie. Il y a quelques IRM très pointus avec de hauts Tesla qui permettent d'aller voir les fibres musculaires à l'intérieur et de voir les fibres tendineuses à l'intérieur et de voir l'aspect que celui-ci pourrait avoir à distance. Alors, on va pas avoir, comment dire, quand tu veux explorer une nouvelle étape diagnostique, tu dois d'abord observer ce que tu vas voir sur une série de patients avant de savoir lesquels seront bien et lesquels ne seront pas bien. C'est une logistique qui est un peu lourde et surtout, il faut injecter au patient un produit avant l'IRM. Tu vois, quand tu veux essayer d'avancer dans un problème pour lequel tu as déjà 90 à 95% de gens qui vont bien, c'est très compliqué d'aller rajouter une complexité médico-légale, entre guillemets, pour aller améliorer un truc qui va déjà très bien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si. Ouais, tout à fait. Donc, on a quelques pistes de recherche. Est-ce qu'un jour, on aura l'examen qui dit « Ok, c'est bon, c'est intégré ?» Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'examens en médecine qui soient on ou off. Tu sais, la médecine, c'est des faisceaux d'arguments, hein. C'est plus un art qu'une science. C'est-à-dire que tu as un faisceau d'arguments d'un côté, un faisceau d'arguments de l'autre. Quand les deux se matchent, c'est qu'il y a une probabilité qui est plus importante. Et on ne parle que de probabilité. Donc, la probabilité de dire que ta greffe est mieux incorporée avec cette image-là, elle sera comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui va nous dire à la fin, oui, c'est bon, non, c'est pas bon? Ça, à mon avis, ça n'existera jamais. Ok, hyper intéressant. Et du coup, on a vu du coup le facteur qui influence grandement ce remodelage. Donc forcément, ça va être de garder cette attache. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement, chirurgicalement, le geste qui consiste justement à garder cette attache? Il y a plusieurs autres facteurs en fait. C'est ce qu'on a appelé dans l'article les facteurs de technique biologique. C'est les facteurs péropératoires que tu peux utiliser qui vont avoir une influence sur l'incorporation de la greffe. Donc, il y a le fait de laisser le demi-tendineux pédiculé. Tu laisses l'accroche en bas et tu travailles la greffe en laissant accrocher en bas. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'une technique où tu le décroches.
C'est juste qu'il y a quelques artefacts, quelques artifices techniques à réaliser. Les avantages, c'est biologique, on vient d'en parler. L'avantage mécanique, si tu veux en garder un, c'est que tu as 2 fixations au tibia, c'est-à-dire que tu as la fixation que tu veux mettre avec une vis, mais tu as aussi la fixation de l'attache native du tendon, qui est quand même relativement solide. Et donc, tu as cet aspect biologique qui fait que tu vas diminuer la phase de nécrose, étant donné qu'il y a toujours un apport vasculaire qui se fait dans le tendon qui est important. Ça, c'est ce qui nous a semblé le plus évident. Qu'est-ce qu'on a mesuré d'autre? On a mesuré d'autres, l'incorporation d'une plastie antérolatérale. Tu sais, les tendons qu'on met sur la partie antérolatérale du genou, les reconstructions du ligament antérolatérales ou les techniques de Lemaire, qui sont des plasties antirotatoires. Ce qu'on sait, c'est que quand tu additionnes à ton croisé cette plastie antirotatoire, tu partages les contraintes. Et donc, tu diminues les contraintes excessives sur ta greffe en cours d'incorporation. Donc, on a montré, ça c'est le deuxième article où on le montre, que quand tu rajoutes une théodèse antérolatérale, à 1 an, tu améliores l'incorporation. Probablement parce que les contraintes sont partagées. Le fait de garder le plus de tissu possible, garder ce qu'on appelle le pied du LCA ou le remnant en anglais, et de passer la greffe à l'intérieur de l'ancien. Ça, c'est un truc que j'adore faire parce qu'en plus, techniquement, c'est très joli, c'est assez impressionnant. Tu vois la greffe qui passe à l'intérieur de l'ancien. C'est un peu plus. C'est un petit challenge chirurgical quand tu le fais. Mais le fait de garder le pied, tu gardes toutes les structures du pied, toute la vascularisation du pied, et donc tu intègres ta greffe dans une gaine en fait. Ça aussi, ça améliore l'incorporation. La taille des tunnels que tu utilises, pas besoin de faire des tunnels trop longs. Avec un tunnel de 5 mm, tu arrives à avoir l'incorporation dans ta greffe. Le type de greffe aussi a une importance. Quand tu utilises des tendons qui sont pédiculés, que ce soit le fascia lata d'un côté ou le demi-tendineux pédiculé, tu gardes ce côté vasculaire. Donc tout ça, ça va modifier parfois tes pratiques chirurgicales, je pense toujours dans le bon sens. Et cet aspect biologique et garder les tissus qui sont là, préserver le plus l'anatomie native, c'est vraiment important. C'est pas qu'un détail chirurgical, c'est pas juste pour se flatter de le faire, parce que c'est un peu plus dur, mais c'est que vraiment, il y a une vraie plus-value pour le patient avec ça. Ok. Et du coup, on parle beaucoup là depuis le début de l'avantage de garder du coup le tendon du subtendineux pédiculé, etc. Tu as parlé également du renfort externe, donc avec le tendon du gracile, droit interne, ou alors avec la bande ischio-tibiale. Donc, est-ce que pareil sur ce renfort externe, il y a un avantage à garder la bande ischio-tibiale pédiculée, donc sur la tâche du tibia, et de la réinsérer au niveau du fémur pour avoir ce contrôle rotatoire? Je sais pas si je me fais exactement. Donc, si, très bien. Il y a plein de variantes techniques. Quand tu fais une reconstruction du ligament antérolatéral, en général, tu utilises le deuxième disque jambier. Donc, il y a des techniques qui sont décrites où tu gardes tout pédiculé, tu fais tout le cadre autour. Quand tu utilises le fascia lata, en général, tu utilises la bande iliotibiale et tu la laisses pédiculer au tubercule de Gerdy. Je ne sais pas s'il y a des études comparatives d'incorporation des greffes entre les deux côtés. Nous, on a développé une approche avec des greffes indépendantes, parce que tu vois, c'est l'historique. On a commencé en faisant du DT pédiculé, puis on s'est mis à faire des reconstructions antérolatérales. On a un type de visée qui fait qu'on ne peut pas faire les greffes séparées de greffes. Donc, on a développé la technique avec les encres sur le côté, avec les encres sans nœud. Enfin, tu vois, il y a tout un historique dans la façon dont tu approches le problème. Premier point. Deuxième point, qui va rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème de l'incorporation, il est surtout vrai à l'intérieur de l'articulation et probablement à cause du liquide articulaire. En extra-articulaire, tu n'as jamais d'histoire. Il n'y a jamais de problème. Nous, nos ligaments antérolatéraux, on a revu, c'était la thèse de Timothée Mesnier qui était interne dans le service. Donc, on a mesuré l'incorporation du LCA et l'incorporation de la greffe du retour externe. Tu avais une incorporation qui était complète et parfaite dans 100% des cas à 1 an. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en articulation. Tu vas coller une greffe sur le côté avec le moins de fixation que tu veux. Le problème, il est plus articulaire. Il n'y a pas d'histoire. Ça se passe toujours bien, ça. Toujours bien. Ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est hyper clair. Oui. Est-ce que ça, c'est par rapport justement au fait que qu'en intra-articulaire, on va avoir moins de vascularisation ou pas forcément? Ça vient d'où, en fait, ce fait justement d'avoir 100% Je sais pas, on a du mal à le comprendre, tu vois. Ça, c'est un truc qui est difficile à comprendre. Tu mets un truc en extra-articulaire dans le même os, dans les mêmes os qui sont le tibia et le fémur, ça s'intègre bien. Tu mets la même chose en passant à travers l'articulation, ça s'intègre moins bien. C'est quand même compliqué à intellectualiser. Donc, je pense encore une fois que l'aspect biologique et l'aspect inflammatoire du liquide articulaire sont un point de recherche qu'on doit continuer à travailler, quoi. À mon avis, c'est par là que ça se passe. C'est clair, parce que c'est vrai que nous, au final, en kiné, justement, cette inflammation-là, que ce soit dans les tendinopathies, des pathologies inflammatoires,
on est plutôt en train de dire l'inverse, c'est-à-dire on essaie de mettre le moins d'anti-inflammatoires, le moins de glace, etc., pour garder un minimum d'inflammation pour qu'il y ait justement la réparation du tendon, etc. Mais du coup, dans le cas justement de cette intégration, là, ça serait plutôt délétère, l'inflammation. Donc c'est vrai que c'est marrant justement d'avoir les Oui, mais versions. l'inflammation est délétère, mais est-ce que ton anti-inflammatoire va pas l'être encore plus? Et Tu vois, voilà, c'est compliqué comme stratégie, mais il y a des trucs qui sont étonnants de la biologie et de la constitutionnalité des mecs. Et moi, je fais globalement tout le temps la même chirurgie, c'est assez reproductible, et tu vois des genoux qui, à 15 jours, sont complètement secs, et d'autres il leur faut 3 semaines pour que ça soit vraiment que tu commences un peu à avoir une diminution. Le c'est clair. tabac a une action là-dessus. Tabac, drogue, alcool, vraiment pas bon sur l'incorporation des greffes. Et le surpoids aussi. Le BMI augmenté diminue l'incorporation des greffes, probablement par le côté inflammatoire aussi. Ouais, non, super, super intéressant comme technique. Et du coup, pour faire la parallèle après un petit peu d'un point de vue post-opératoire, est-ce qu'il y a des différences, des choses à prendre en compte si on conserve cette insertion distale du coup du semi-tendineux? Est-ce que dans la rééducation post-op, pour les kinés par exemple, ça va changer quelque chose ou alors dans la gestion post-opératoire précoce? Non, je ne pense pas qu'il y ait un impact sur la gestion post-opératoire précoce. Je pense qu'il y a un impact sur le long terme et sur la vascularisation. Mais je pense qu'en post-opératoire immédiat, tu sais, une greffe, en fait, on fait d'abord une fixation primaire avant la fixation secondaire. La fixation primaire, c'est les instruments qu'on met, les vis, les crochets qu'on met, qui sont très résistants. Donc ça a assez peu d'impact. Mhm. Enfin, je veux dire, la rééducation post-opératoire, mis à part truc extraordinaire, faire courir dans l'escalier un patient au 5e jour post-opératoire ou au 10e jour, il n'y a pas d'erreur, quoi. Euh, pour ce qui est de la fixation secondaire, encore une fois, on ne sait pas à quel moment elle survient de manière adaptée. Je ne pense pas qu'il y ait une grande modification des protocoles de rééduc. Vous, je sais que vous êtes centré sur le réveil neuromusculaire rapidement après les chirurgies du LCA, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut trouver la balance entre les deux. Je ne crois pas Ouais. maintenant qu'avec les techniques modernes, en tout cas au bout du jour, on soit trop agressif dans la rééducation post-opératoire, mis à part, bien sûr, certains gourous qui font faire des trucs un peu particuliers, on en a tous en tête. Mais quelque chose de classique devrait suffire. Ok. Oui, tout à fait. Donc, finalement, contrôler un peu cette inflammation qui peut être au final délétère pour l'intégration de la greffe et le réveil musculaire. Exactement. Non, bah, très, très intéressant. Cette vidéo qu'on fait, elle est en collaboration avec Orthonov. Est-ce que vous pourriez nous parler de la collaboration que vous avez au CHU à Toulouse et des effets du froid sur les résultats post-op un petit peu? Alors, les effets du froid sur les résultats post-op, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est très connu depuis très longtemps. L'aspect froid et compression pour lutter contre l'œdème et contre le liquide articulaire qui stagne. Pourquoi? Parce qu'une des composantes du problème, c'est que le liquide articulaire qui stagne crée une inflammation qui s'auto-entretient, donc autant qu'il n'arrive jamais. Donc ça, le froid, la compression, on s'était lancé, pour tout vous dire, dans une étude il y a quelque temps sur ce sujet-là, puis l'interne qui était en charge du sujet avait fait la revue de la littérature avant. On a trouvé, je ne sais pas combien, moi, une cinquantaine d'articles qu'il avait déjà montré. Bon, c'était pas la peine d'aller faire une étude sur un truc qui est déjà montré par tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, Orthonov, ben, comme toujours dans ce genre d'aventure, c'est des histoires humaines, quoi. Tu vois, nous, on connaît bien Thierry qui est venu nous voir, Thierry Barre. Moi, je suis convaincu qu'il faut une application technique dans la médecine, mais je suis convaincu que le futur de la médecine, et de la chirurgie orthopédique en particulier, il est dans le service que tu vas donner aux patients. Le service, c'est tout ce qui se passe à côté du soin. Ce sont quand même des gens qui ne sont pas malades. Quand tu te pètes un croisé ou que tu as besoin d'une prothèse de genou, tu n'es pas malade. Donc tu viens dans un hôpital où il y a des gens qui ont des vrais problèmes, et toi, ton problème, il est fonctionnel, on va te le résoudre dans un truc qui est assez léger chirurgicalement. Donc il faut créer un environnement autour qui soit facile. Donc, on utilise beaucoup les supports numériques. On travaille avec Hortense, DigiCare, c'est Nicolas Rénal, mon équivalent pour la hanche, qui est très impliqué là-dedans. Donc, il doit y avoir 4 ou 5 ans, on a commencé à discuter avec eux. Et moi, je leur dis, OK, je suis très content qu'il y ait ce service numérique et que les patients nous donnent leur score, mais il faut qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur fournisse le matériel, qu'ils n'aient pas à réfléchir à ça. Tu vois, que tu t'occupes de ton croisé et que tu n'aies pas à réfléchir au reste. Donc, on a commencé à discuter avec les différents fournisseurs, et puis Thierry, il a capté de suite. Hein. Il a capté de suite le problème. Il a dit non, mais c'est bien sûr, bien évidemment. Donc, il a mis en place tout un système avec un cadre réglementaire, avec Medicare, Hortense, enfin, tu vois,
Moi, je sais te parler de la chirurgie du genou, mais les trucs d'ordonnance spécifique, de ce que fait la Sécu, un, j'ai pas envie, deux, je m'en fous, trois, quelqu'un le fait pour moi, donc ça va très bien. Et donc, j'aurais dit, OK, on se lance, mais je veux que les patients, ça soit pas compliqué pour eux. Tu vois, je fonctionne comme si c'était moi. Tu vois, quand tu arrives au resto, le plat, il est déjà fait. On ne te met pas les patates, le couteau, la viande, on te dit, vas-y, fais-toi manger. Ou alors, c'est pas le même type de restaurant, ça peut être une aventure, mais c'est pas pareil, tu vois. Donc là, c'est pareil, le patient, il vient pour sa chirurgie, il n'a pas à s'occuper du reste. Donc, il va sur Hortense, il fait un clic et quelqu'un, avec un cadre réglementaire qui est encadré tout à fait, de manière tout à fait légale, fait en sorte que le patient il reçoive tout. Les attelles, les béquilles, tout le tralala. Et donc Thierry, il était force de proposition pour l'attelle et le froid. Et il nous a mis en connexion avec d'autres personnes pour créer tout le reste. Et là, maintenant, ils reçoivent tout sauf les médicaments. Et les médicaments, bien sûr qu'il faut que le pharmacien continue à le faire. Mais voilà. Mais il faut encore une fois, ces gens-là, ils sont pas malades. Quand tu t'es cassé le croisé ou que tu as besoin d'une prothèse de genou, tu n'es pas malade. Tu as juste un défaut fonctionnel qu'on va te traiter. Ah, puis il est clair que aussi, ça va jouer, je pense, sur la psychologie du patient en post-opératoire et ça peut que améliorer le succès de la rééducation, hein, c'est sûr. Ah, ça, on l'a montré, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a appelé, nous, tout, très modestement, dans un papier, l'expérience de soins augmentée, un Augmented Care Experience. Et donc, on a pris un groupe de patients avec qui on n'a pas fait ça et un groupe de patients à qui on a fait ça, et les résultats sont meilleurs juste en livrant la telle et les béquilles. Parce que tu mets le mec sur des rails. Et il a compris que tout était maîtrisé. Donc, la confiance, elle est complète. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, si jamais ça intéresse des personnes qui regardent cette vidéo, on a écrit l'article sur Hortense sur notre site web où justement on parle de tout ça. Donc pour terminer cette interview, quelles vont être vos prochaines échéances, que ce soit au niveau études avec le CHU, à peu près à propos de ces sujets et également Hortense, est-ce que tu peux nous en parler rapidement et des évolutions que vous allez avoir? Alors, Hortense, on a travaillé sur le matériel. On est en train de discuter sur l'aspect micronutritionnel pour accompagner les patients dans le stress chirurgical et le stress de la rééducation après. On avait entamé des discussions avec un laboratoire de micronutrition locale là, qui est basé dans l'Aveyron. Moi, je suis un Aveyronnais, donc tout est verrouillé chez nous. L'étape d'après, pour tout te dire, j'ai mangé la semaine dernière un soir avec un préparateur mental d'un grand club de sport de la région. Je pense qu'il faut inclure ça dans la prise en charge. Je pense qu'il faut préparer les gens à leur stress chirurgical. Et moi, je suis un fanatique de ça. Là. Je fais beaucoup pour moi-même de préparation mentale et d'optimisation, enfin, d'être toujours la meilleure version possible. C'est un truc auquel je crois beaucoup. Tu te prépares à un stress chirurgical, tu te prépares à avoir mal et tu l'affrontes mieux le problème que tu t'es préparé. Donc, on a eu un dîner super intéressant où on a discuté de différentes stratégies. Alors, dans ce genre de thème-là, c'est un peu compliqué parce que parfois, tu vois, ça part dans tous les sens. Tu peux vite te retrouver avec un gourou qui te fait casser la tête, qui te fait casser la porte avec la tête. C'est pas ça la préparation mentale, hein. C'est quelqu'un qui t'accompagne dans le truc. Donc là, on a trouvé quelqu'un d'un peu carré qui va nous accompagner là-dedans. Pour ce qui est des protocoles de recherche au CHU, je pense qu'on a, il faut que je regarde mon classeur, mais on doit avoir 17 ou 20 protocoles de recherche en même temps. Là, tu vois, on est toujours très stimulé. On s'intéresse beaucoup à l'AMI. On a travaillé là-dessus avec Bertrand sur les côtés. On l'a encadré sur sa thèse de science et c'est un sujet qui nous intéresse fort. Et là, on va arriver fort avec des données sur les prothèses de genoux. Que Bertrand et moi, on fait beaucoup de ligaments, mais nous, on a la chance de faire des prothèses aussi. Donc, on a plein de sujets qui arrivent là-dessus. L'incorporation des greffes, enfin, plein d'autres sujets. Je ne vais pas vous détailler tout maintenant. Ici, à la clinique universitaire du sport, on continue à faire des soirées. La prochaine va être le 27 février, où on va aborder justement le terme de l'incorporation de la greffe. Et on organise un congrès à Toulouse tous les mois de juin. Là, cette année, c'est du 5 au 7 juin, qui s'appelle PCO, Practical Course Orthopedics, où justement, on aborde tous ces sujets de collaboration qui sont peu travaillés dans la communication et l'éducation médicale. Dans un congrès classique, je pense que c'est pareil en kiné, tu vas à la salle de congrès, tu as des mecs qui te montrent un PowerPoint, ils ont fait une étude, 150 patients, un ci, un ça, et à la fin, tu as les résultats. C'est assez complexe où il faut déjà avoir un certain niveau de compétence pour arriver à transposer ça dans ta vie de tous les jours. Tu vois, il y a déjà un gap qui est là. Nous, en orthopédie, on a aussi des congrès sur pièces anatomiques où on fait de la technique chirurgicale. Ça, c'est plutôt les laboratoires qui sont très forts là-dessus, ils mettent les moyens. Donc nous, on a créé une initiative au milieu qui est pour tous les aspects pratiques. C'est-à-dire comment tu fais, mais pas comment tu le racontes, comment tu fais. Tu vois, comment on prend en charge ça,
comment tu t'es organisé. Donc, Nico, Rena et moi, on est allés filmer des gens dans un centre d'exception et on regarde comment ils vivent, comment ils font le truc pour de vrai. Donc, cette année, on va beaucoup parler de robotique en chirurgie du genou, en chirurgie de la hanche. On va parler de retour au sport, de retour à l'activité avec des vrais patients. L'année dernière, on a fait venir des vrais patients sur scène. Donc, tu as un chirurgien expérimenté qui vient te montrer comment il examine un patient qu'il ne connaît pas avant, donc il ne connaît pas la pathologie, et comment on progresse tous là-dedans, comment les gens qui sont dans la salle comprennent la démarche pour aller là-bas. Donc nous, il nous semble que ça, c'était assez peu enseigné, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et j'espère que peut-être on pourra faire un truc avec vous pour notamment la séance sur le retour au sport, venir la filmer. Tu vois, j'ai opéré un YouTuber qui est venu filmer au blog sa chirurgie. Ça fait beaucoup rigoler mes enfants quand ils ont vu ça sur les réseaux. Je pense qu'il sera aux alentours de 6-8 mois post-opératoire au moment du congrès. Je vais le solliciter pour savoir s'il veut pas venir être le patient témoin. Et pourquoi pas avec vous et un groupe de kinés. Travailler là-dessus, quoi. Moi, je trouve ça, faut partager les connaissances. Être tout seul dans son coin, ça n'avance pas beaucoup, hein. Clairement. Carrément. Ben, génial. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et pour tes explications qui sont extrêmement claires. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pour toutes les personnes qui sont un peu plus intéressées, venir au congrès que vous organisez au CHU, si les gens sont de la région, Occitanie, carrément. Et voilà.